500 idées pour se remuer le ménage. Parce qu'il est souvent plus facile de développer sa créativité en s'ouvrant sur le monde et en regardant ce qui existe, nous avons répertorié pour vous ce meilleur pépite. 58. Au menu. P3. À propos de ce livre. De P2 à P4. Qu'est-ce qu'une idée de business? De P5 à P12. Motivation. De P13 à P14. Témoignage d'entrepreneurs. De P16 à P17, comment trouver des partenaires financiers? De P18 à P194, la liste des 500 idées business pour se remuer les ménages. 1. À propos de ce livre. Un livre pour vous faciliter la vie. Vous vous êtes certainement déjà retrouvé au travail, ou chez vous à vous dire que vous aimeriez bien ouvrir un business et monter votre propre affaire. Malheureusement, ce n'est pas tout de le vouloir, il faut également avoir les idées. Cet livre a été créé dans un seul et unique but, vous permettre de sélectionner l'idée qui vous plaît le plus, ou de vous en inspirer, puis de concrétiser votre rêve. Plus besoin de chercher pendant des heures l'inspiration. Vous avez en main un regroupement de toutes les idées, des plus traditionnelles aux plus originales, qui pourraient bien vous permettre de devenir indépendant. L'indépendance financière pour tous les budgets. Cet livre n'est pas simplement un regroupement d'idées, mais bel et bien de business qui ont été réalisés, soit en Afrique, soit à l'Occident. Que vous ayez la possibilité d'investir beaucoup d'argent, ou que vous ayez des moyens très limités, vous allez retrouver des business qui s'adaptent à toutes les bourses. Vous aurez même la possibilité de devenir indépendant sans investir de l'argent. Tout a été pensé pour que vous puissiez, à la fin de la lecture de ce livre, vous lancer dans l'entrepreneuriat. 500 façons de faire de l'argent. Vous souhaitez développer une affaire en ligne? Pas de souci, vous trouverez ce qu'il vous faut dans cet livre. Vous souhaitez investir dans l'immobilier? Encore une fois, vous trouverez un nombre d'idées très large pour cela. Que votre idée concerne quelque chose de physique, ou d'immatériel, de mobile ou de fixe, visant les professionnels ou les particuliers, vous trouverez sans aucun doute votre bonheur parmi les 101 idées qui vous sont proposées. Des liens pour démarrer dès aujourd'hui. Afin de vous accompagner et de vous aider à aller plus loin, chacune des idées présentées dans cette book est accompagnée de liens, vous donnant, soit un aperçu de ce que pourrait être votre business, soit une idée de comment réaliser ce business, soit encore des documents vous permettant d'aller plus vite dans la réalisation de votre idée. Parce que vous aussi vous pouvez devenir indépendant financièrement et ne plus être dépendant d'un patron. 2. Beaucoup de personnes sont à la recherche de l'idée miraculeuse pour pouvoir enfin créer leur entreprise. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, une entreprise ne se crée pas sur la base d'une idée. La plupart des jeunes, lorsqu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, recherchent une idée de business géniale en évitant parfois de la partager, de peur de se la faire voler. C'est tellement drôle de penser ainsi car les idées ne valent absolument rien. Avoir une idée, c'est représenter quelque chose dans son esprit pour répondre à une situation donnée. Une idée est un concept purement intellectuel, à moins que vous veniez de découvrir comment faire pousser du maïs sans utiliser de semences. Il se peut que votre idée n'ait pas de valeur. Pas de risque de voir votre idée voler, quelqu'un d'autre l'a déjà eu, tapez juste votre idée sur un moteur de recherche et vous verrez que certains l'ont déjà. Développer. Alors essayons de déterminer ce qu'est une idée de business. Selon Gauthier-Girard, avoir une idée d'entreprise, c'est savoir apporter quelque chose aux autres tout en se rémunérant via une activité commerciale. Si vous avez trouvé une idée d'entreprise, c'est très bien, mais tant qu'elle restera dans votre tête, elle ne vaudra rien parce qu'elle n'est pas confrontée au marché. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un ayant reçu un chèque en échange d'une idée? Une idée ne représente qu'un potentiel que vous pourrez plus ou moins libérer en fonction de la façon dont vous allez exécuter cette idée. Et c'est là toute la différence car sans exécution, une idée reste virtuelle. Tout le monde a des idées, mais tout ne les applique pas. Certes, il y a des bonnes et des mauvaises idées, aussi banales soient-elles, qui vous permettra d'avoir quelque chose de concret sous la main. L'idée de départ ne fait que lancer la machine. Si vous demandez à des entrepreneurs quelle était leur idée de départ, il y a de grandes chances qu'ils vous disent qu'elle était bien différente de ce qu'ils font maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que leur idée a évolué, elle a été confrontée à la réalité et des améliorations ont été apportées par la suite.
Le fait est qu'on ne peut pas tout prévoir. C'est pour cette raison qu'il faut adapter son idée en permanence pour répondre le mieux possible à un problème donné. Vous vous demandez sûrement, comment faire pour la trouver cette fameuse idée d'entreprise? La réponse est pourtant toute simple, on ne trouve pas vraiment une idée d'entreprise. On met plutôt le doigt sur une opportunité que va découler l'idée. Retenez encore cette règle de base en entrepreneuriat, problème égal. Qu'est-ce qu'une idée de business? 3. Opportunité d'affaires dès aujourd'hui, écoutez les autres se plaindre et prenez des notes. Nous avons tous une fois entendu quelqu'un dire « Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. J'en ai marre d'eux. Je ne veux pas faire ça. » Si plusieurs personnes se plaignent, vous allez pouvoir apporter une solution à leurs problèmes et la leur vendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer de résoudre les problèmes auxquels font face les autres, en sachant qu'il existe de nombreuses solutions différentes pour un problème donné. Lorsqu'on désire entreprendre, tout doit partir d'une vision, un objectif, de mettre sur pied une entreprise qui aura de l'influence. Alors il faut comprendre que l'argent seul ne permet pas de monter et faire prospérer une entreprise, une affaire, mais son impact dans la société. Avant toute démarche, on parlera d'études de marché. Force est de reconnaître l'être humain est l'être le plus imprévisible car doté d'un libre arbitre ainsi peut refuser de t'acheter un produit dont il a besoin juste parce qu'il n'aime pas ta voix, donc l'étude peut être faussée à tout moment. Le secret de la réussite en entrepreneuriat, c'est l'amour, la passion, la détermination à ne pas confondre avec obstination. On n'entreprend pas parce qu'on a besoin d'argent ou pense avoir fait une bonne étude de marché. Si c'est le cas, il faut prendre du recul car à la moindre déception ou difficulté vous serez pris par le découragement, l'abandon et ainsi perdre tout votre investissement. Par contre, si l'objectif c'est de faire connaître sa passion, sa vision, quelles que soient les difficultés, vous persévérez en apprenant de vos erreurs car vous le faites avec amour et passion. Ne pas commettre l'erreur de lancer son entreprise, son affaire parce que c'est la tendance ou comme on aime si bien le dire, c'est ce qui marche en ce moment et demain. Mais se projeter dans le futur en se posant certaines questions telles que « De quelle activité suis-je passionné? À quel besoin? Problème majeur répondra mon activité? Sur quelle durée? Pourquoi dépenseront-ils pour mes services? Quel impact? Aussi, aimez-vous relever des défis? Vous épanouissez-vous lorsque les circonstances sont difficiles? Prenez-vous les grandes décisions avec aisance? Avez-vous peur de prendre des risques? Avez-vous du mal à faire confiance à votre instinct? Avez-vous tendance à éviter le stress et les grandes décisions? Tous ces éléments, le risque, le stress et la prise de décision font partie intégrante de la gestion d'une petite entreprise. Si oui, gérer une petite entreprise pourrait être parfait pour vous. 4. Une fois réponse trouvée, vous aurez une vision plus claire et un objectif précis. N'oubliez jamais, mieux vaut rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaise. 5. Un jeune Afro-Américain, du nom d'Alex Haley, a exercé son talent pendant des années avant d'en voir le premier résultat. Il a écrit et envoyé des centaines de nouvelles à des journaux sans qu'un seul ne fût publié. On ne le trouvait pas assez bon. Ce n'est qu'au bout de 8 ans que son premier texte fut publié par un magazine. Il deviendra quelques années après, l'auteur de Racine, best-seller mondial retraçant sur plusieurs générations l'épopée de la famille de l'esclave Kunta Kinte. Il a redonné une identité, une histoire et un héritage culturel, que l'esclavage leur avait ôté, à des millions d'Afro-Américains. En lisant ce livre, l'on comprend le prix que cet homme a dû payer pour accoucher de cette œuvre monumentale. Et s'il s'était découragé? S'il avait cédé devant l'échec? Que serait-il arrivé? J'imagine combien d'autres Alex Haley sont allés dans la tombe sans livrer à l'humanité ce que Dieu leur avait confié de précieux. Ne soyez pas de ceux qui connaissent tout sur rien, rien sur tout ou encore très peu sur beaucoup de choses. Soyez focalisés et développez votre talent. Celui qui disperse ses grains ne fait pas de bonnes récoltes. C'est en l'exerçant encore et encore que le talent arrivera à maturité. Avoir un talent vous rend utile, mais le changer en expertise vous rend indispensable. L'expertise fait de vous une référence dans un domaine. Votre talent ne vous sera réellement utile que lorsque vous l'aurez transformé, enrichi, orné, embelli. Menez-le à son apogée. La valeur professionnelle d'un homme dépend de sa capacité à résoudre les problèmes des autres ou à répondre à leurs besoins. Les hommes ne vous chercheront que pour ce que vous avez et qu'ils n'ont pas. Ou encore pour ce qu'ils ont mais que vous avez su et pu développer mieux qu'eux.
Vous ne leur êtes d'aucune utilité si vous ne pouvez leur offrir quelque chose qu'ils ne peuvent se procurer eux-mêmes. On a besoin d'un coiffeur, parce qu'on ne peut tout ne veut se coiffer seul. On va chez le médecin parce qu'on ne peut se soigner seul. Les hommes ne vous paieront que pour ce que vous savez faire mieux qu'eux. Celui qui développe son talent et se hisse au-dessus de la mêlée dans ce qu'il fait rencontrera sans aucun doute le succès. Oubliez ce que font les autres, développez votre talent. Si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute, mais si tu meurs pauvre, ce sera entièrement ta faute. Naître avec une personnalité est un accident, mais mourir avec une personnalité est un accomplissement. Ta naissance peut être normale, mais ta mort doit être historique. Ne suis personne, mais apprends de chacun. Travaille comme un démon et joue comme un ange. Être riche ou mourir est un ancien concept. Sois riche avant de mourir, c'est le nouveau concept. En conclusion, sois attentif au bonheur, il peut venir de ton précédent malheur. Motivation. 6. La vie n'est pas donnée. La vie est un vrai combat. Le soleil brille pour tout. Le monde comme Dieu le Père aime tous ses enfants que nous sommes tous, sans exception. Malheureusement, beaucoup se cachent derrière Dieu avec des termes du genre « tout ce que Dieu fait est bon, je confie tout à Dieu pour ne rien foutre, pour ne rien apprendre, pour ne pas chercher, pour ne pas progresser ». Car l'apprentissage, la progression, la recherche de la connaissance sont très difficiles, donc douloureux. Heureusement, comme Dieu lui-même l'a révélé dans Osée 4 chapitre 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Vous devez absolument apprendre, vous devez absolument connaître, sinon vous ne saurez rien, vous ne comprendrez rien, vous ne connaîtrez jamais le bonheur. Sans connaissance, les ténèbres prennent le dessus. C'est parce qu'il y a eu des recherches que vous avez des ordinateurs et que vous pouvez me lire aujourd'hui. La connaissance est un tout. C'est parce qu'il y a l'écriture issue de la recherche que vous pouvez lire le Coran, la Bible, etc. C'est parce qu'il y a eu la médecine que plusieurs maladies ont été vaincues. Si vous n'apprenez pas vos leçons, vous ne réussirez jamais vos examens. Ne vous méprenez donc pas, apprenez. Apprenez tous les jours. Priez ensuite. Et vous serez sauvés. Leçon de vie: un papa amène son fils de 14 ans à la pêche au crabe avec lui. Après quelques heures de pêche, le fils va voir son père et lui dit « Papa, papa, il faut mettre un couvercle sur le dessus du panier car le panier va bientôt être plein et les crabes vont sortir. » Au père de répondre à son fils « Ne t'en fais pas, mon fils. Il n'y a pas de danger. » 10 minutes plus tard, le fils revient voir son père « Papa, papa, il faut mettre un couvercle sur le dessus du panier car le panier est maintenant plein et les crabes vont sortir. » Et le père de répondre à nouveau à son fils « Calme-toi, mon garçon. Tu t'en fais pour rien. Laisse-moi t'expliquer, si jamais un crabe essayait de sortir du panier, les autres crabes le retiendraient avec leurs pinces pour l'empêcher de sortir. Il n'y a donc aucun danger. Et j'en profite pour t'apprendre une grande leçon de la vie. Plus tard dans la vie, tu voudras toi aussi sortir du panier. Tu voudras réaliser de grands rêves, probablement quitter notre village de pêche, aller à l'université et peut-être avoir une grande carrière en ville, mais fais bien attention aux gens que tu fréquentes, car certains, tout comme les crabes que tu vois là, vont essayer de te retenir dans tes ambitions. Ils tenteront de t'en empêcher. 7. Non pas avec leurs pinces, mais avec leurs mots. Ils te diront des choses comme « tu ne peux pas ». Tu ne seras jamais capable, c'est impossible, tu n'as pas assez de talent, tu n'as pas assez d'éducation, tu es trop jeune, tu es trop vieux, etc. Et pourquoi feront-ils cela? Parce qu'ils auront peur. Ils auront peur de se sentir plus petits à côté de toi si jamais tu réalises tes rêves, et personne n'aime se sentir petit, mon garçon. Le jeune adolescent regarda alors son papa avec de grands yeux hochant la tête de bas en haut. Il avait compris une importante leçon cette journée-là. Il avait appris qu'il devrait être parcimonieux dans le choix de ses fréquentations présentes et futures et qu'il ne devait pas partager ses rêves avec n'importe qui. Fuyez les voleurs de rêves qui sont dans votre vie, vous aussi. Entourez-vous de gagnants. Fréquentez, écoutez ou lisez régulièrement des gens qui vous poussent à vivre à des niveaux de pensée, de réalisation et d'accomplissement supérieurs. C'est ainsi que vous vaincrez. Dieu a un plan pour toi. Ne t'inquiète pas, bientôt tout ira bien, est l'une des phrases les plus adorées des Africains. Sauf qu'à 90% des cas rien ne se concrétise vraiment. Mais ce qui est malgré tout très bizarre et même complètement absurde, c'est que des gens s'y accrochent,
parfois jusque dans leur tombe sans pour autant obtenir de résultats probants. Je pense que les Africains devraient une bonne fois pour toutes cesser de se faire chatouiller avec des phrases cousues de toutes pièces pour rire. Ce type de verbiage les met très en retard. Les Africains doivent comprendre qu'il faut travailler, apprendre, prier pour après pouvoir être dans les bonnes grâces de Dieu. Car Dieu déteste les fainéants. Ce n'est pas à 55 ans voire plus que vous allez vous accrocher à un bout de phrase censé vous permettre d'enfanter ou d'avoir un boulot voire même un mari. Cessez donc de rêver. Ayez un esprit scientifique et pragmatique. C'est maintenant ou jamais qu'il faut s'organiser. Ne soyez plus des tonneaux vides. Apprenez, cherchez la connaissance car sans la connaissance, la pratique et la compréhension des choses, vos prières resteront vides et vaines. Carmel Bacchiono. Suivez inlassablement votre chemin. Ne vous laissez surtout pas dérouter ou perturber par qui que ce soit tout par quoi que ce soit. Marchez encore et encore. Quelle que soit votre maladie, vos problèmes, etc. Ne vous découragez jamais. Avancez vers vos objectifs. Gagnez du terrain mètre par mètre. À coup sûr vous ne pouvez pas ne pas y arriver un jour. 8. La plupart des gens préfèrent les belles paroles qui les flattent mais qui les font stagner que celles qui les conscientisent et les aident à avancer. Ces gens-là ne devront pas compter sur moi car la vérité engendre très souvent une petite douleur. Cette douleur deviendra très rapidement délicieuse pour qui sait l'accepter, la mâcher, l'avaler et la digérer. La plupart des gens aiment l'amateurisme mental au détriment du professionnalisme psychique. Cet état de fait est beaucoup plus accentué chez les Africains. L'Africain n'aime trop relativiser ses défaites. Cela est une bonne chose mais lorsque le nom du pays est en jeu, ça devient complètement inacceptable. On entend régulièrement des incongruités du genre, ils étaient les plus forts, ils ont même dominé le match, mais malheureusement ils ont perdu. La prochaine fois, ils remporteront le match ou le championnat etc. etc. Sauf que les prochaines fois se font attendre et comme la vie est très courte, beaucoup n'auront pas l'occasion de vivre des moments uniques dans leur vie. Chers Africains, vous devez vous rendre à l'évidence que lorsqu'on échoue à une chose donnée, c'est qu'on ne méritait pas vraiment cette chose. Il n'y a aucune demi-mesure le dessus. J'ai toujours défendu que pour rentrer dans l'histoire c'est maintenant ou jamais, surtout lorsque le nom de son pays en dépend. Pour faire partie des plus grands, il faut être capable de se sublimer. L'Africain devrait apprendre à intégrer cette donne dans son schéma mental s'il souhaite un jour vivre dans une nation qui compte dans le monde. Rafael Nadal qui est l'un de mes athlètes préférés a remporté un match de tennis, le bras complètement brisé. Il n'a pas arrêté de jouer, loin s'en faut. À lui seul il a remporté 9 fois le tournoi de Roland-Garros laissant à toute la France qu'un seul tournoi engrangé grâce à un franco-camerounais du nom de Yannick Noah qui lui aussi a appris très tôt à se sublimer. Didier Drogba, qui courait derrière le sacre ultime de toute une vie n'a pas hésité un seul instant à prendre ses responsabilités face à l'histoire après une terrible chevauchée solitaire permettant ainsi à Chelsea de remporter la Ligue des Champions pour la première fois. Roger Mila, qui fut de loin mon joueur africain préféré, a démontré à la face du monde qu'un Africain était capable de bouleverser par son génie toute une coupe du monde. Son nom est inscrit à jamais dans la conscience collective africaine. Si Mohamed Ali avait perdu le match contre Foreman à Kinshasa, il ne serait jamais devenu une légende. Ne vous méprenez donc pas, cher Africain, la vie est loin d'être facile. C'est maintenant que tout se joue. Que voulez-vous faire de votre cher continent? C'est à cette terrible question que chacun de nous devrait se poser régulièrement. Soyez les plus grands, soyez les plus forts, soyez les gladiateurs de votre continent. Ne vous comparez à personne. Nous avons aussi la capacité de briller comme les 9 autres nations évoluées, sinon plus. Ne lâchez plus rien, prenez tout. Carmel Bacchiono. Si vous voulez sérieusement une chose qui vous plaît ou vous convainc, ne regardez jamais le prix, car la compétence n'a pas de prix. Cette compétence peut vous sauver ou changer votre vie pour toujours. C'est la raison pour laquelle, vous verrez par exemple des gens acheter un simple tableau à 50 milliards ou plus. Vous direz que cette personne est folle, qu'elle aurait dû acheter une centaine d'immeubles avec son argent au lieu d'acheter un simple bout de bois peint. Ce que vous oubliez, c'est que la spiritualité qui se dégage de ce bout de bois fera vibrer l'âme de l'acheteur et lui procurera joie, paix, richesse et sérénité toute sa vie durant. La spiritualité n'a pas de prix.
Savez-vous qu'Albert Einstein était dépeint par ses enseignants comme mauvais élève très étourdi? Savez-vous qu'il éprouve jusque tard dans son enfance des difficultés pour s'exprimer? Savez-vous également qu'à 16 ans, il décide d'intégrer l'école polytechnique fédérale de Zurich, à laquelle on peut accéder sans avoir de bac? Il rate cependant l'examen d'entrée. Il obtient plus tard de justesse son diplôme en 1900, s'avouant, dans son autobiographie, incapable de suivre les cours et de les travailler de façon scolaire. Il approfondit néanmoins ses connaissances en autodidacte. Il postule à de nombreux emplois sans être accepté, etc., etc. Malgré tout, il ne s'est pas résigné, il n'a pas joué les étudiants ou les chômeurs comme le font de nombreux Africains. Il a continué à se former en autodidacte et est devenu le plus grand scientifique de tous les temps. Tout cela pour vous répéter que si vous avez un idéal qui exige beaucoup d'énergie psychique et de travail, qui engage un grand intérêt et qui est un défi, pour vous, vous survivrez et vous vaincrez. N'abandonnez jamais. Lancez-vous constamment des défis. Relevez-les régulièrement et vous deviendrez le meilleur dans votre domaine. Ne soyez pas le spectateur de votre propre vie. Ne restez pas dans la salle d'attente de votre destin. On ne gagne pas de coupe en restant sur le banc de touche. On n'accumule pas de trophées en restant les bras croisés. Faites le choix aujourd'hui d'affronter votre peur, de devenir vous, le vrai vous. Un proverbe de chez nous dit, les résonnements du tambour joué par un adolescent rempli d'ardeur juvénile pourrait emmener même les plus vieux, les plus sages, du village à sortir leur meilleur pas de danse. N'aie pas honte de demander de l'aide. Ne sois pas complexé par ton âge ou ta 10. Supériorité sociale. Va demander de l'aide à celui qui possède des qualités que tu n'as pas. Ne méprise pas celui-ci à maîtriser un concept que tu ne maîtrises pas même s'il est plus jeune. Sachez qu'il ne faut jamais attendre l'occasion parfaite. Quel que soit le rêve derrière lequel vous courez, n'attendez pas que les circonstances s'alignent à la perfection. Si vous attendez le moment parfait, la situation parfaite, le montant parfait, les conditions parfaites pour commencer votre projet, vous avez déjà échoué. N'attendez pas un financement conséquent si celui-ci se fait attendre pour commencer le commerce. Vous risquez d'attendre trop longtemps et manquer un créneau intéressant. Et lorsque finalement ce financement viendra, si toutefois il vient, quelqu'un d'autre se sera engouffré dans l'ouverture. Il aura déjà pris votre place. Le présent est une des plus grandes richesses que nous ayons. Faites qu'il soit votre investissement. Ne gaspillez pas votre présent comptant sur un futur hypothétique. Peut-être que vous n'aurez pas de meilleure occasion qu'aujourd'hui. Saisissez chaque occasion de vous améliorer. Les larmes sont pour les bébés. Les soucis sont pour les païens. Quand un homme vous élève, c'est certainement à la hauteur de ses mains, mais quand Dieu vous élève, c'est sans limite. Parle-moi de la loi de la pesanteur qui stipule que tout ce qui monte doit redescendre et je vais te présenter la loi de l'aérodynamique qui stipule que il est possible que quelque chose monte haut et y reste. Avant la fin de cette année, tu te trouveras quelque part d'où tu ne pourras même pas redescendre. Tes bénédictions ne descendront jamais, tu ne pourras jamais échouer, la loi de la pesanteur ne marchera jamais dans tes finances, ni dans tes affaires, ni dans ta famille, encore moins dans tous les autres domaines de ta vie. Le diable est un menteur. Tu pourrais passer des temps difficiles en ce moment mais Dieu se prépare à te bénir d'une manière que seul lui il peut. Garde la foi. L'amour de Dieu est comme l'océan, tu peux voir le début, mais pas la fin. Ce message fonctionne le jour où tu le reçois. Proverbe. La différence entre rêver et gagner, égale rêver demande de dormir sans effort égale gagner demande des efforts sans dormir. Le succès est un voyage, pas une destination. Goethe disait que, quel que soit votre rêve, poursuivez-le. L'audace comporte du génie, du pouvoir et de la magie. Mieux vaut travailler dur pour s'acheter un vélo sur terre que de prier toute sa vie pour espérer avoir une Ferrari au paradis après la mort. 11. J'ai remarqué que même les gens qui affirment que tout est prédestiné et que nous ne pouvons rien y changer, regardent avant de traverser la rue. Stephen Hawking, physicien de renommée mondiale. Tous les matins, en Afrique, une gazelle se réveille. Elle sait qu'elle doit courir plus vite que le plus rapide des lions, sans quoi elle sera dévorée. Tous les matins, un lion se réveille. Il sait qu'il doit rattraper la moins rapide des gazelles, sans quoi il mourra de faim. Peu importe que vous soyez un lion ou une gazelle. Quand le soleil se lève, il est temps de courir.
Proverbe africain. Tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton prochain que tu vois tous les jours. À savoir, personne ne peut devenir riche par son salaire. Et celui qui a trop peur pour investir, mourra pauvre. Les pauvres travaillent pour gagner de l'argent, les riches font travailler leur argent. Après avoir trouvé du travail, vous devriez donc trouver du travail pour votre argent. Vos deux rémunérations combinées feront votre richesse. Avoir trop peur d'investir, c'est comme décider de ne plus semer à cause d'une mauvaise saison qui a occasionné d'énormes pertes. Soyons des leaders et non des suiveurs. Décide-toi d'être riche et ne compte pas uniquement sur un probable boulot actuel. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Si vous ne courez pas après ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Si vous ne faites pas un pas en avant, vous restez toujours au même endroit. Pour réussir dans sa vie, vous devez apprendre à ne jamais reculer. Devant aucun obstacle et réussir l'objectif que vous vous êtes fixé. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Vous devez rester motivé, croire en vous, en vos projets, vous dépasser, et vous positiver. La vie est parsemée de difficultés que chacun doit apprendre à surmonter. 12. Avec la détermination. Et n'oubliez jamais que le plus grand échec est de n'avoir jamais essayé. 13. Je ne comprends pas les jeunes de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont diplôme, donc forcément ils doivent bosser dans bureau et perdre des années à ne chômer rien que pour déposer des CV dans les boîtes. Je prends exemple sur moi. J'ai un bac plus 5 en génie pétrole et gaz depuis 2014. Au début je cherchais du boulot. Après la fin de ma formation, j'ai pu avoir un stage de 3 mois avec pour prime 50 000 francs CFA. Je finis le stage, on me libère et il faut recommencer à faire encore demande de stage alors que pendant le stage tu te sapes dans tes 31 décembre comme si tu as eu un boulot avec CDI. Tout le monde te voit et après les 3 mois tu es à la maison et tu as un peu honte façon là. Cette situation m'irritait tout le temps, j'ai alors décidé de lancer mon petit champ de manioc à Adiaké, un champ d'un demi-hectare avec un investissement de 150 000 FRCS. 7 mois après j'ai 650,000 FR. Mais pendant ces 8 mois je demande un prêt de 200 000 francs CFA à ma grande sœur qui 2 jours après me les donne. Au même moment je contacte une de mes cousines qui fait le commerce Côte d'Ivoire, Chine Côte d'Ivoire de payer pour moi les déodorants de véhicules et les lecteurs MP3 Bluetooth pour moi. Ce qu'elle fait. Je crée alors ma page Facebook et je lance uniquement les lecteurs et je les sponsorise. Une semaine après je vends les 20 lecteurs à 10,000 FRCS l'unité, d'où un chiffre d'affaires de 200 000 francs CFA après avoir dépensé 40 000 francs CFA pour l'achat des 20 lecteurs. Je vais alors dans les coins de bouchons comme au carrefour de Williams, Atcoub, Yop, Siporex, et je propose les déodorants de véhicules aux jeunes vendeurs ambulants qui sur place prennent tout mon stock évalué à près de 100 000 francs CFA et je deviens leur fournisseur. Du coup en un mois je passe de 200 000 francs CFA à 300 000 francs CFA, d'où un bénéfice de 100 000 francs CFA. Avec la rotation du commerce après 8 mois j'arrive à économiser 400,000 FRCS et ça tombe sur ma récolte de manioc qui me donne 650 000 francs CFA. Mon capital monte alors à 1,050 000 francs CFA en 8 mois comme la magie. Je refais mon champ mais cette fois-ci 1 hectare avec un investissement de 400 000 francs CFA qui me donnera 7 mois après 1,5 million francs CFA. Dans le temps le bachet de camion était à 150 000 francs CFA et mon champ m'en donne 10. Mais sans oublier que pendant ce temps-là je dois satisfaire mes clients de déodorants et lecteurs MP3 avec mon capital restant qui est de 650 000 francs CFA. Témoignage d'entrepreneur. 14. Avec 200 000 francs CFA j'ai pu faire 300 000 francs CFA, avec les 650 000 francs CFA je monte à 900 000 francs CFA. Faites l'analogie et vous verrez ce que ça rapporte. Voici comment on peut devenir un futur Diagou ou un futur Dangote. Voici un peu le résumé de ma vie. Juste dire aux diplômés sans emploi de ne pas baisser les bras. Je vais pas vous étaler ce que je possède aussi, mais c'est plus mieux que celui qui gagne 300 000 francs CFA par mois étant dans bureau. Encore tu as ton temps et ton rythme de faire ce que tu veux. Ce Riftol. 15. Plus de 500 idées pour se remuer le ménage. Parce qu'il est souvent plus facile de développer sa créativité en s'ouvrant sur le monde et en regardant ce qui existe, nous avons répertorié pour vous les meilleures pépites, des dossiers inédits à parcourir avant de se plonger dans sa réflexion. Pour accéder à l'idée, il suffit de cliquer sur le titre qui vous intéresse. 16.
De nos jours, pour les créateurs ou repreneurs d'entreprises, il n'est pas évident de trouver un partenaire financier pour compléter son apport personnel. Quels sont les partenaires financiers existants pour vous soutenir dans votre projet? Et comment les trouver? Sélection, rigueur et méfiance sont de mise. Il faut savoir que la méfiance est une constante immuable en business, surtout quand des transactions financières sont concernées. Il est donc impératif de faire un bon choix en termes de partenariat financier, si vous avez le choix, pour espérer entamer le processus sur de bonnes bases. Il ne faut pas faire l'erreur d'engager directement un partenariat. En effet, il est avant tout nécessaire d'étudier votre projet de création d'entreprise et d'identifier de façon précise ses principaux besoins. Dans ce contexte, le chef d'entreprise a l'embarras du choix. Effectivement, il existe plusieurs possibilités pour trouver des partenaires financiers. Les partenaires financiers existants. Partenaires financiers privés. Le capital risque est une prise de participation dans l'entreprise de manière minoritaire durant une durée déterminée par un organisme spécialisé. Ce partenaire financier fait une véritable sélection, se rémunérant sur la plus-value de la revente des titres. Cela peut être aussi un investissement pur avec l'ouverture du capital à un investisseur privé ou encore au business angel. Un business angel est une personne physique qui souhaite placer de l'argent dans une entreprise innovante à fort potentiel. Il ne faut pas se précipiter pour prendre une décision. Il est important de prendre son temps pour analyser les différentes offres afin d'opter pour le type de partenariat le plus adéquat en matière d'assurance et de réussite. Par ailleurs, Comment trouver des partenaires financiers? 17. Faut pas oublier de prévoir les conditions d'utilisation des ressources avant de passer l'accord de partenariat. La répartition des profils réalisés se fera suite à un commun accord issu d'une décision bien réfléchie. Pour assurer une bonne visibilité, il convient de préciser le statut du partenaire financier et de déterminer sa responsabilité au sein de l'entreprise. Après concertation et accord, la rédaction d'un contrat s'impose. Il sera primordial d'étudier toutes les clauses pour garantir les droits de chaque partie. L'idéal serait de demander l'aide d'un avocat. L'État incite les particuliers avec des réductions d'impôts à la souscription en numéraire au capital d'une entreprise. Les établissements bancaires. Le recours à un prêt bancaire est la solution la plus régulièrement utilisée. Les banques financent de manière générale 70% du montant acheté des investissements physiques et du besoin en fonds de roulement. Les banques demandent aux porteurs de projets de nombreuses garanties, garanties personnelles ou garanties financières. Pour se voir accepter un prêt bancaire, il est primordial d'avoir un business plan avec un prévisionnel bien travaillé pour prouver la viabilité de votre projet. Prêts d'honneur et aides. Il existe de nombreuses aides pour les créateurs et repreneurs d'entreprises. Mais ces aides et subventions ne pourront pas, la plupart du temps, couvrir vos investissements de départ. Par contre, les prêts d'honneur, prêts à taux zéro, sont là pour compléter votre apport personnel et votre prêt bancaire pour démarrer votre projet. Ce prêt est fait en votre nom propre. Pour l'obtenir, un dossier assez complexe doit être complété et il faut passer devant un comité de sélection. L'obtention d'un prêt d'honneur permet de crédibiliser le projet et a un effet levier auprès des banques. Le crédit bail ou leasing. C'est une alternative à l'investissement important de départ pour un bien professionnel, mobilier ou immobilier. Le crédit bail est une location avec possibilité de devenir propriétaire du bien à la fin du contrat. Le prix de rachat est fixé à l'avance lors de l'établissement du contrat et prenant en compte les loyers versés. 18. Présentation. La quincaillerie est un domaine d'investissement très rentable. Quand on sait s'y prendre, on peut s'enrichir. Dans cette activité commerciale, le matériel ou article en vente n'ont pas de date de péremption dans la majeure partie des cas, ce qui est en soi un premier avantage. Vous ne souffrez donc pas de la pression d'écoulement de votre stock. Reste la situation géographique, elle demeure importante car c'est elle qui vous permettra d'avoir visibilité afin de mieux vendre. Pour rappel, la quincaillerie désigne toute activité commerciale qui évolue dans commercialisation de toutes sortes d'ustensiles en métal et de petit outillage qui intervient dans des activités comme le ménage, l'électricité, la plomberie, la menuiserie, la maçonnerie et la peinture. Bien que la quincaillerie intervienne dans notre quotidien, le succès dans cette activité ne repose pas uniquement sur les avantages dont nous avions cité plus haut. Il y en a une autre, la stratégie commerciale.
Les réalités non dites. Avant de continuer notre argumentation, voilà une chose que vous devriez graver dans votre mémoire. La quincaillerie seule pour le commerce en détail, ça ne marche pas vraiment. Il est un fait que les articles ne pourrissent pas, mais ce n'est pour autant que vous allez pouvoir vous y enrichir. Dans ce domaine de vente au détail, la plus-value sur chaque article en vente est mince et à vouloir faire uniquement de la quincaillerie, si les charges fixes prennent le dessus, votre chute n'est pas loin. Rappelez-vous les petites quincailleries de quartier qui ne vendent uniquement que les articles de première nécessité, rares sont ceux qui progressent selon cette politique unique. En général, leur vente au détail n'avance pas du tout. N'allez pas croire qu'ils sont mauvais vendeurs, pas du tout. Le secret pour une bonne rentabilité. Ce que vous devriez commencer par comprendre, en général, 90% du matériau vendu en quincaillerie intervient directement ou indirectement dans le bâtiment ou la construction. Derrière cette évidence, il est un fait que les clients ne vont que dans la quincaillerie. 19. Les quincailleries au détail où ils sont sûrs et certains d'avoir ce qu'ils recherchent, que ce soit un paquet de clous, un couteau, un ciseau menuisier, un petit pot de peinture, une ampoule, un fil électrique, bref le magasin au détail susceptible les éviter de faire le tour du périphérique. Une autre réalité de ce domaine d'activité concerne la vraie clientèle de la quincaillerie. Ceux qui accroissent l'activité commerciale d'une quincaillerie ne sont rien d'autre que ceux qui effectuent des travaux de construction ou des travaux poussés de rénovation. Et justement, ces gros clients raffolent du matériel lourd ou gros matériel que sont notamment le fer à béton, le bois, le ciment, le gravier, le sable, les brouettes, etc. Si en plus de votre quincaillerie, vous disposez ne serait-ce qu'en petite quantité du matériel lourd ou des échantillons, votre activité commerciale de quincaillerie s'en trouvera améliorée. Pourquoi ? Tout projet de construction s'achève par des menus détails que sont la plomberie, l'étanchéité, l'électricité, la menuiserie, etc., ce qui fait intervenir directement la quincaillerie. Et faisant allusion à la quincaillerie, dans le cas d'une nouvelle construction, les commandes se font par dizaines, voire centaines de pièces ou de paquets. Ce que vous devriez faire. Une fois que la clientèle est assurée d'avoir ne serait-ce qu'un échantillon de ce dont elle a besoin, les commandes ainsi que les acomptes versés boosteront le reste de votre activité commerciale. En plus, il y a un détail que vous devriez savoir, le fait d'écouler un maximum de matériaux lourds comme le ciment, le fer à béton peut vous permettre de bénéficier des nombreuses ristournes annuelles auprès des sociétés fournisseurs. Les ristournes sont versées aux vendeurs au détail qui ont pour habitude de payer cash. Si donc vous voulez profiter plus des ristournes, vous devriez vendre beaucoup plus. Il serait intéressant de préciser que les ristournes ne concernent pas les revendeurs agréés mais plutôt les clients qui ont pour habitude de payer cash. Ainsi un bon capital de départ, une bonne stratégie commerciale, le tout couronne par un bon système de revolving vous permettra d'atteindre votre objectif. 20. Cette idée on en parle énormément, il y a plein de personnes qui se sont lancées dedans et ça cartonne, c'est le e-commerce. Le e-commerce c'est quoi ? Ça consiste à créer un shop, une boutique, sur Shopify. À faire la publicité sur Facebook. Shopify, c'est une application, c'est-à-dire un logiciel qui vous permet de créer un shop rapidement sur Shopify, faire de la publicité sur Facebook et de vendre des produits qui sont sourcés en Chine. Donc on va sur AliExpress pour choisir des produits et l'avantage c'est que quand vous faites une vente, le client il a vu votre publicité sur Facebook donc il vous paye et vous allez sourcer le produit en Chine et c'est le fournisseur en Chine qui va envoyer directement le produit à votre client. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de stock et vous êtes payé avant de faire la vente. Donc dans le e-commerce, il y a des gens, c'est assez impressionnant, c'est assez rapide puisqu'on peut faire la publicité. Qu'est-ce qu'elle est ? C'est-à-dire dépenser de plus en plus pour vendre de plus en plus très rapidement en l'espace de quelques mois. Il y a des gens qui ont réussi à créer des business avec des chiffres d'affaires très impressionnants de plusieurs dizaines de milliers voire plus de 100 000 € par mois de chiffre d'affaires. Mais attention, il faut prendre en compte plusieurs choses là. Un des inconvénients c'est que évidemment le chiffre d'affaires ça paraît impressionnant, faut pas oublier que vous payez évidemment le sourcing des produits. Acheter les produits chez le fournisseur. Faire la publicité au final. Dernière chose, c'est peut-être moins un business passion. J'ai rencontré quelqu'un qui était associé qu'à un business, ils font plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, ils ont commencé leur business il y a 1 an. J'ai rencontré lors de mes masterminds en mai. Il me disait qu'il préférait un business passion, un business d'infopreneur parce qu'il n'était pas super aligné avec ce qu'il vendait. Le e-commerce.
21. Ils vont en faire des babioles, je ne vais pas donner la niche mais des babioles des. Trucs qui vendent donc c'est super, ils gagnent de l'argent, ils sont jeunes, ils sont conscients que ce n'est pas forcément quelque chose qui va durer extrêmement longtemps. 22. Ouverture d'un pressing. Vous souhaitez ouvrir un pressing mais vous ne savez pas comment vous y prendre? Entre les démarches, la recherche de local, l'achat de matériel, ou encore la rédaction du votre business. Créer un pressing n'est pas une chose aisée. Voici quelques conseils pour mener à bien cette opération. Rappelons-le, une étude de marché est une étude de l'environnement de votre future entreprise. Elle permet notamment d'analyser l'offre et la demande. Dans quel but? Tout simplement pour vérifier qu'il existe un besoin non satisfait sur le marché, et mettre en place une stratégie commerciale et marketing adaptée pour le satisfaire. En effet, si vous cernez le profil de vos futurs clients potentiels et de la concurrence, vous serez plus à même de proposer une offre de service qui trouvera sa place sur le marché. Réaliser une étude de marché pressing au niveau de la zone d'implantation est donc essentiel. Les pressings proposent des services divers et personnalisés, nettoyage à sec, défroissage, teinture, repassage, détachage ou encore dégraissage. Il est primordial que vous vous différenciez à tout prix pour vous démarquer de la concurrence. Mais alors, comment faire? Trouvez une idée originale. De nombreux professionnels cherchent des concepts modernes et originaux pour attirer davantage de clients. À titre d'exemple, la laverie café ou la laverie web deviennent ultra tendance. Ainsi, la laverie n'est plus seulement un lieu pour prendre soin de son linge, mais elle devient un lieu de travail et ou de détente à part entière. Vous pouvez toujours penser à reprendre un pressing, vous gardez la clientèle du gérant précédent. Mais là encore cela a un coût puisqu'il faudra racheter le fonds de commerce au propriétaire. Le choix du local pour ouvrir un pressing. Après avoir établi votre étude de marché, vous devez vous focaliser sur la recherche du local. Attention, il est essentiel de prendre au sérieux cette étape, du choix du local peut dépendre votre réussite. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous? Vous ferez rapidement face au dilemme de nombreux commerçants, en centre-ville avec une grande visibilité, donc un gain de clients certain, ou excentré. 23. Pour des économies de loyer et plus d'espace? À vous de peser le pour et le contre. Dans le cas du choix d'un lieu à fort passage, il est évident que la recherche de clients ne sera pas votre première préoccupation. Cependant, vous devrez certainement gonfler vos prix pour rentabiliser votre local. Au contraire, vous pourrez vous permettre des prix plus attractifs si vous choisissez d'ouvrir votre pressing dans un lieu moins visible, mais vous aurez peut-être besoin de multiplier les actions commerciales et marketing pour vous faire connaître. Le choix de l'emplacement dépendra également du type de clientèle visée. Un emplacement à proximité de bureau vous permettra de toucher facilement une clientèle d'affaires. À l'inverse, créer un pressing à proximité d'une zone résidentielle vous permettra d'attirer une clientèle de particuliers. Les besoins humains et matériels pour ouvrir un pressing. Ouvrir un pressing demande un certain investissement puisqu'il vous faudra acquérir du matériel professionnel, machines, table à détacher, pistolet de nettoyage, table à repasser. Avant de vous lancer, vous devez impérativement lister l'ensemble du matériel qui vous sera nécessaire, tout en prenant compte de l'espace dont vous bénéficierez. Puis demander des devis auprès de différents fournisseurs afin de trouver du matériel affichant un bon rapport qualité-prix. Concernant le personnel, il est important de trouver des employés qualifiés. En effet, un professionnel du pressing doit maîtriser des techniques diverses relatives au textile. Au-delà de la formation, préférez une personne avec une forte résistance physique. En effet, les conditions de travail sont assez difficiles, travail debout, utilisation de produits chimiques. Enfin, est-il nécessaire de préciser qu'il est préférable de choisir une personne agréable, souriante et bienveillante? Établir un plan marketing pour ouvrir un pressing. La mise en place d'un plan marketing est une étape essentielle, mais complexe. Pourquoi? Car c'est ce qui doit vous permettre de trouver des clients et de les fidéliser. Plusieurs moyens peuvent vous aider à vous faire connaître. La création d'un site internet, à l'ère du numérique, impossible et impensable de passer à côté du web.
Un site vitrine vous permettra de mettre en avant votre savoir-faire, de présenter vos tarifs et horaires d'ouverture, d'expliquer comment se rendre facilement dans votre local. Une présence forte sur les réseaux sociaux, créer des publications et demander. 24. À votre entourage et vos clients de les partager. Les moyens marketing traditionnels, laissez des petites annonces, des flyers ou quelques affiches chez les commerçants du coin. Des promotions régulières, créez régulièrement des offres promotionnelles pour remercier vos clients de leur fidélité, ou des offres de bienvenue pour attirer de nouveaux clients. Concrètement, à bord pour les machines, il est conseillé de privilégier les marques allemandes et vous aurez besoin de 3 machines au moins pour commencer. Une pour lavage simple, une pour lavage à sec, une pour séchage des habits, une sécheuse, pour un pressing moderne, ce sont les premières consignes. Table de repassage, un comptoir, etc. Ensuite, avoir un bon gérant et une bonne caissière. Le gérant fait le lavage et le repassage, il s'occupe du traitement des habits avec les produits nécessaires. La caissière s'occupe de l'achat des produits de qualité et même faire des tests pour un travail bien fait afin d'attirer la clientèle. Les prix varient selon les lieux et le mode de vie du quartier où vous installez le pressing. Donc il vous faut une personne d'expérience, quelqu'un qui s'y connaît dans un premier temps, même si après vous souhaitez y mettre un proche, ainsi ce proche pourrait mieux apprendre auprès de ce dernier. Pour le fonctionnement, pas compliqué. Le prix des machines dépendra des capacités, aussi s'il s'agit d'une nouvelle machine ou seconde main, le mieux c'est de faire une prospection sur différents vendeurs et une fois à la maison comparer les prix. 25. La livraison, par coursier ou par transporteur, offre un véritable gain de temps, mais elle représente également une réelle économie en comparaison à d'autres modes de livraison qui s'avèrent plus onéreux. En effet, le particulier ou le professionnel peut bénéficier d'un retrait de son colis à son bureau si sa demande est urgente, mais il a également la possibilité de déposer son colis au sein d'une agence de livraison. Ce type de prestation ne concerne pas uniquement les colis. En effet, pour un envoi rapide, certains professionnels font appel à des coursiers afin d'expédier courriers et dossiers. Cette nouvelle économie de la demande profite par ailleurs aux franchises d'intérim qui peuvent ainsi élargir leur offre de recrutement en plus des missions de service à la personne plus traditionnelle. Franchise livraison par coursier ou transporteur, gain d'argent, gain de temps apprécié dans le secteur de la franchise de service aux entreprises. La livraison par coursier ou par transporteur propose également des options permettant de protéger les produits qui sont envoyés. En effet, une assurance peut être comprise dans le tarif d'expédition lorsqu'un objet fragile est transporté. D'autre part, les sociétés de livraison proposent également des délais selon l'urgence de l'expédition, ce qui représente un atout pour les sociétés souhaitant transmettre rapidement des documents. Enfin, les tarifs proposés par ces agences de livraison restent compétitifs et concurrentiels. Répondant aux besoins des particuliers mais également des professionnels, entrepreneurs et sociétés se satisfont de la rapidité du service, du gain de temps représenté et des économies réalisées. La communication en franchise peut également y trouver un intérêt avec des nouveaux supports. Publicitaire mobile. Livraison à domicile, une recette gagnante. Le secteur de la restauration est dynamique sur le marché du travail français, les embauches sont nombreuses, que ce soit en CDD pour des contrats saisonniers, mais aussi en CDI. Par ailleurs, le nombre des nouvelles implantations augmente nettement sur 10 ans, surtout dans les grandes villes et sur le littoral. Ces données prouvent que la restauration est un secteur porteur où l'investissement est souhaitable, même s'il est vrai que les chiffres d'affaires connaissent dans ce secteur une légère stagnation depuis quelques années. Mais il s'agit d'un chiffre d'affaires global pour l'ensemble du secteur. Les moyennes ont tendance à cacher une réalité, celle des différences entre les types d'enseignes et les types de restauration. En effet, certains concepts de restauration fonctionnent très bien, et en particulier les exploitations en franchise qui comptent plus de 250 réseaux en 2013. Les franchises en question sont très différentes et leur spectre va de la gastronomie à la restauration rapide. Dans ce secteur marqué par son extrême diversité, un métier permet de faire le lien, la livraison à domicile. Que l'on commande une pizza, 1. Agence de livraison de nourritures et de colis. 26. Plat d'un grand chef, des sushis,
Une soupe vietnamienne, un burger ou bien un bon cassoulet, l'attente des clients est la même, manger chaud et être servi rapidement. La qualité du service est également très attendue, les clients veulent être servis, presque, comme au restaurant, ou en tous les cas, ils veulent avoir l'impression que le restaurant vient à eux. Avant, la livraison dépendait des enseignes, le restaurateur italien avait un employé pour s'occuper de porter à domicile les plats commandés par téléphone ou par Internet. Mais les temps changent, les gens sont de plus en plus pressés et connectés. Ils mangent rarement des pizzas tous les jours. En revanche, un soir ils voudront sans doute manger italien, le lendemain tibétain, le surlendemain mexicain, etc. Un service qui s'occupe de la livraison peut gérer plusieurs restaurants ou chaînes de restaurants. Le midi surtout, les pauses déjeuner ayant tendance à se resserrer du fait des charges de travail toujours plus conséquentes et des dossiers qui s'empilent, les clients veulent manger rapidement sans pour autant lésiner sur la qualité. La livraison à domicile ou sur le lieu de travail connaît donc pour cette raison un vrai boom. Les clés du succès sont donc à trouver du côté de la rapidité de la livraison, de la qualité du service et de la transversalité. Il vaut mieux proposer de livrer différentes enseignes qu'une seule, et si possible des enseignes correspondant à des types de cuisine et des gammes de prix différentes. Certains clients mettront enfin un point d'honneur à choisir un service de livraison à domicile ou sur le lieu de travail qui respectera l'environnement, ce qui implique une livraison via des moyens de transport propres, voitures et scooters électriques ou éco-carburants, et des emballages recyclables plutôt que le tout plastique. 27. Une institution de microfinance, IMF, accorde des microcrédits, et propose même parfois des solutions d'épargne. On peut alors très vite être tenté de l'assimiler à une banque traditionnelle. Elle en est pourtant très éloignée dans son fonctionnement, surtout lorsqu'elle a un statut d'association, de mutuelle ou de coopérative. Catégorie. RCE. Qu'est-ce que la microfinance ? On regroupe sous le terme de microfinance tous les produits et services financiers conçus pour un public exclu des circuits bancaires traditionnels. La microfinance permet ainsi une réinsertion sociale et bancaire, en permettant à des personnes socialement vulnérables de bénéficier d'un crédit productif, d'une solution d'épargne. La différence principale avec les produits et services classiques, un montant plus faible. Par exemple, en Inde, la taille moyenne d'un crédit moyen sur 2 ans est de $200 USD. L'institution de microfinance propose ainsi des microcrédits à des emprunteurs tout en les accompagnant, pour financer un démarrage ou un développement d'activité, parfois subvenir aux besoins urgents de leur famille, aider à la mobilité pour permettre d'obtenir un emploi, même si ces derniers n'offrent pas de solides garanties de remboursement. Le revenu généré par l'activité économique des micro-emprunteurs leur permet de rembourser leurs microcrédits. Qui sont les IMF ? Les IMF peuvent avoir différents statuts. Il peut s'agir d'une association, bien souvent une ONG, d'une mutuelle ou d'une coopérative, d'une société commerciale, bancaire ou non bancaire comme les NBFC, les sociétés financières non bancaires. Il existe également des initiatives locales sans existence juridique, mais pourtant actives dans le microcrédit, comme les tontines en Afrique ou les self-help groups en Inde. Il s'agit de groupes de personnes qui regroupent leur épargne pour financer les projets d'un ou plusieurs de leurs membres. Ces initiatives ne peuvent être considérées comme des IMF au sens propre, et leur fonctionnement diffère d'une structure à l'autre. Comment fonctionne une institution de microfinance ? 28. Parfois, des IMF font évoluer leur statut afin d'étendre la gamme de services proposés. Par exemple, une association ne pourra pas collecter l'épargne de ses clients. Dans certains pays, elle pourra alors demander aux autorités locales de se transformer en société réglementée, habilitée à réaliser cette collecte. Quelle réglementation pour les IMF ? Les IMF sont soumises à une réglementation dépendant de leur statut. Une banque de microfinance devra ainsi se conformer à la réglementation bancaire et sera placée sous la supervision des mêmes autorités de tutelle que les autres banques. Les ONG, mutuelles et coopératives, elles, ne sont pas soumises à cette réglementation, mais certaines sont réglementées par d'autres autorités de tutelle. Un fonctionnement très particulier. Si les IMF offrent une solution à l'exclusion bancaire, elles ont aussi un rôle social essentiel, qui impose un fonctionnement différent de celui des institutions bancaires traditionnelles. Les critères d'éligibilité, examinés pour octroyer un crédit,
ne s'appuie pas sur la solidité des garanties offertes, salaire, patrimoine, etc., mais sur des critères plus humains, si bien sur la viabilité du projet est examinée dans le cas d'un prêt visant à financer une activité, l'évaluation repose aussi sur des entretiens avec l'emprunteur et pas seulement sur un formulaire. La garantie réelle, exigée par les banques pour consentir un prêt, peut être remplacée par un mécanisme de solidarité du groupe. Par exemple, dans des mutuelles ou coopératives, chaque emprunteur se porte garant pour les autres au sein d'un groupe de caution solidaire, comme les self-help group. L'IMF noue une relation de proximité avec les bénéficiaires des microcrédits et garantit un véritable suivi des emprunteurs pour les aider à réussir leurs projets, à gérer leur budget. Ainsi, au-delà des services bancaires proprement dits, l'IMF peut même proposer des formations au crédit ou à la gestion d'un budget familial, voire à la constitution de l'épargne dans un objectif pédagogique d'éducation financière. Les modes de remboursement des prêts peuvent être adaptés au public visé, avec par exemple des échéances hebdomadaires. Ces produits sont adaptés au public visé, sans réel équivalent dans le monde bancaire traditionnel. C'est par exemple le cas des crédits de groupe. L'IMF demande de constituer un groupe d'emprunteurs et accorde un microcrédit groupé. Généralement proposé aux plus pauvres, ces prêts groupés n'exigent aucune garantie mais reposent sur la solidarité entre les membres du groupe. La garantie est une forme de garantie sociale, les membres sont engagés vis-à-vis de l'IMF, mais aussi de leurs co-emprunteurs. 29. Comment les prêts sont-ils octroyés? K. La tontine repose même sur un groupe de membres qui se connaissent tous, et prêtent la tontine africaine, pratique ancienne toujours très courante, repose sur l'adhésion individuelle à un groupe, au sein duquel des relations de confiance et de solidarité sont nouées, c'est le lien social qui scelle la relation, et la confiance qui noue le contrat. Dans certains sans intérêt. L'IMF transpose ce principe informel, mais efficace, en développant une économie solidaire qui repose toujours sur la confiance. Pour octroyer des microcrédits, les demandes sont examinées par un comité, qui évaluera l'éligibilité de l'emprunteur sur des critères humains et sociaux, motivation, compétences, expérience, autant que sur la viabilité du projet éventuel et la capacité de remboursement. Une méthode qui fonctionne, en microfinance, le taux moyen de remboursement des crédits avoisine les 97% dans les pays émergents. Parfois, un mécanisme de contrôle est imposé, qui repose sur la pression sociale, comme par exemple en Bolivie avec un système d'affichage des mauvais payeurs. D'où viennent les fonds des IMF? Les sources de financement des IMF sont variées et dépendent en partie de son statut. Ainsi, l'argent prêté sous forme de microcrédit peut provenir des dons et des subventions, en particulier lors de la création de l'IMF. Des dépôts des membres et clients, lorsque l'IMF est sous la forme de coopérative ou de mutuelle, ou qu'il s'agit d'une banque de microfinance proposant également des produits d'épargne. Des fonds propres de l'IMF, pour une faible partie. Des crédits accordés par une ou plusieurs banques partenaires. Des financements d'investisseurs publics qui viennent souvent des organismes bilatéraux ou multilatéraux comme la BEI, Banque européenne des investissements, l'IFC, KfW, AFD, Proparco. Ou d'investisseurs privés, directs ou via des fonds d'investissement spécialisés en microfinance, véhicules d'investissement en microfinance, qui font l'intermédiaire entre l'IMF et des investisseurs à la recherche d'un investissement solidaire et socialement responsable. Ces deux derniers offrent donc des ressources à plus long terme. 30. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, est une institution financière spécialisée créée le 18 décembre 1996 dont le capital est souscrit par des acteurs économiques régionaux de l'Afrique de l'Ouest. Pour investir à la BRVM, il faudra observer quelques règles. Prendre contact avec un intermédiaire habilité, SGI, SGO, SGP, SGOPCVM, etc. Ouvrir un compte titre. Choisir le mode de gestion de son portefeuille. Connaître les règles de base. Suivre l'actualité du marché. Investissez en bourse l'argent dont vous n'avez pas besoin au quotidien. Diversifiez votre portefeuille sans vous disperser. N'investissez pas au-delà de vos moyens.
Encaissez parfois les plus-values latentes de votre portefeuille. Prise de contact avec un intermédiaire habilité. La fonction d'intermédiaire financier habilité est réglementée sur le marché boursier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit de SGI, SGO, SGP, SGOP-CVM. Cependant, seules les sociétés de gestion et d'intermédiation, SGI, sont habilitées à faire de la négociation sur les valeurs mobilières cotées à la BRVM. Le choix d'un intermédiaire habilité se fait en fonction de plusieurs facteurs, la gamme des services financiers proposés, la proximité avec votre chargé de compte ou votre gérant de portefeuille, l'importance des informations fournies telles que les analyses périodiques, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et semestrielles, les publications régulières sur les sociétés cotées, l'accès au portefeuille et les frais de tenue de compte ou de gestion. Ouverture de compte titres et espèces. L'ouverture de compte s'effectue auprès d'intermédiaires habilités. Cette ouverture de compte est matérialisée par la signature d'une convention et d'un formulaire d'ouverture de compte. Vous devez prendre connaissance des conditions tarifaires appliquées. Chaque intermédiaire est libre de fixer ses tarifs, mais les tarifs pratiqués sont homologués par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPM, autorité de tutelle du marché. Comment investir à la BRVM ? 31. À chaque opération, l'intermédiaire en bourse envoie un « avis d'opérer », un document prouvant la bonne exécution de l'ordre. Celui-ci indique le nombre de titres achetés ou vendus, le cours auquel l'ordre a été exécuté, les frais de courtage revenant à l'intermédiaire en bourse, les commissions sur les transactions boursières revenant à la BRVM et au dépositaire central Banque de Règlement, DCEBR, les taxes et le montant net de la transaction. La BRVM opère sur un marché au comptant, l'acheteur devra disposer des espèces avant de procéder à une vente et le vendeur devra disposer des titres avant de procéder à la vente. Un relevé trimestriel indiquant une valorisation du portefeuille, le solde des espèces disponibles et un état des mouvements financiers et titres et espèces du compte est fourni à l'investisseur. En fin d'année, l'intermédiaire en bourse fournit à la demande de l'investisseur pour ses besoins de déclaration fiscale un état des dividendes encaissés et des plus-values de cession réalisées. 32. Une société d'import-export fait correspondre des acheteurs et des vendeurs nationaux et étrangers concernant différents produits ou services. Qu'il s'agisse d'une start-up ou bien d'une entreprise déjà en activité qui veut se développer sur le marché mondial, ce secteur permet de réaliser des profits on ne peut plus substantiels. Seulement, cette résolution implique la mise au point d'un plan d'action incluant la prise de plusieurs décisions capitales en termes financiers, stratégiques et commerciales. Les compétences en matière de commerce et de marketing international ainsi qu'en gestion d'entreprise sont des atouts considérables pour réussir dans ce business. C'est une branche très diversifiée qui donne lieu à de nombreuses options sur le choix du modèle d'entreprise et de produit. Avant de pouvoir opérer convenablement dans l'industrie de l'importation et l'exportation, il est primordial d'avoir une idée d'entreprise en tête pour commencer, puis localiser la région dans laquelle on veut vendre et acheter tout en définissant les objectifs à long terme. Ensuite, il faut pouvoir enregistrer la société et acquérir toutes les autorisations demandées, trouver des partenaires et déterminer leurs besoins. L'importation, comme l'exportation, déployer ses ressources pour s'engager dans cette voie, une évaluation minutieuse, non seulement des avantages, mais aussi de tous les risques et les coûts s'avère indispensable. En général, les sociétés d'import-export ont des frais généraux peu élevés et des modèles d'affaires allégés, ce qui leur permet de réaliser des profits importants pour un investissement minimal. En outre, ces échanges contribuent activement à la croissance économique d'une nation ainsi qu'à l'évolution du marché mondial. Chaque pays possède ses propres moyens et compétences qui l'avantagent par rapport à d'autres. Tandis que certains sont dotés de ressources naturelles en minéraux et métaux précieux, en bois d'œuvre ou en combustibles fossiles, d'autres en sont dénués. Établir un plan d'affaires. D'une façon ou d'une autre, l'élaboration d'un plan d'affaires est inévitable pour démarrer la création d'une société import-export. Ce dernier peut être mis en place afin de trouver des fonds auprès des investisseurs ou des institutions financières. Quoi qu'il en soit, il doit d'abord contenir un aperçu avec les meilleurs arguments de vente, une description de l'entreprise, une définition des rôles et des implications de l'équipe, une section dédiée au marketing et au plan financier. Comment créer une société d'import-export ? 33. Donner un aperçu du plan d'action.
C'est une étape cruciale dans la réussite du plan d'affaires, car elle donne un avant-goût et une idée précise de l'ensemble du projet. Pour cette raison, ce résumé devra mettre en évidence toutes les grands traits et les manœuvres qui vont concrétiser le bon fonctionnement et les objectifs de la société. Autrement dit, il faut souligner les points forts pour exercer une influence sur les décideurs. Tracer le portrait de l'entreprise import-export. Le portrait de l'entreprise décrit toutes les disponibilités de cette dernière au niveau de la logistique, des ressources humaines et de la production, ainsi que ses activités internes et externes. Cette partie consiste à présenter les moyens à disposition, les expertises et les aptitudes spécifiques qui conduiront à une entrée facile sur le marché mondial ou local. Par conséquent, tout doit être exposé de façon détaillée en commençant par l'intégralité des compétences des membres du personnel, les partenariats et les relations d'affaires qui simplifieront les échanges et les transactions internationales, les responsabilités et les implications des cadres de la société. Le schéma doit également démontrer que l'entreprise a la capacité de réaliser des ventes sur le marché visé. Dresser un plan marketing. Bien entendu, on ne peut pas fonder un commerce sans avoir un plan marketing à l'appui. Les ventes, que ce soit à l'étranger ou non, reposent sur la fiabilité de la stratégie commerciale adoptée. Cependant, cette démarche ne se fait pas au hasard, car elle requiert une étude de marché préliminaire. Après avoir analysé de près les tendances du marché potentiel, les facteurs bloquants et avantageux, on peut passer au dressage du plan marketing pour mettre l'accent sur les besoins des clients et ce que la société peut leur apporter. Cette section devra aussi comprendre les étapes de gestion et d'organisation des ventes. Exposer le plan financier et l'implication de l'équipe. Créer une entreprise import-export ou dans tout autre domaine engendre forcément des coûts. En général, les relations déjà établies auparavant avec les banques et les différentes institutions financières pourront être bénéfiques pour l'avenir de la société, surtout si celle-ci venait à s'internationaliser. Afin d'obtenir les subventions adéquates pour financer les dépenses éventuelles et les opérations de départ, l'entreprise devra compter sur l'implication de l'équipe dans la recherche de fonds et d'investisseurs. Cela inclut donc la détermination des aptitudes des membres du personnel dans l'acquisition des documents et des techniques exigées pour développer des sources de financement. Lors du calcul des dépenses d'affaires et 34. Des nombreux autres éléments de la fondation, un consultant d'entreprise de la région peut faciliter le travail. Le plan financier explique généralement le capital requis pour la phase de démarrage, coûts de formation, capital social, etc., le frais de transport et de stockage, les taxes, les droits de douane et les paiements internationaux, les dépenses sur la promotion du produit, les taxes et les assurances diverses, les salaires des employés et autres coûts connexes. Bien que n'importe qui puisse fonder une entreprise d'importation et d'exportation, une formation en commerce ou en économie d'entreprise sera très utile. Par ailleurs, l'équipe idéale serait composée de personnes ayant des connaissances approfondies en comptabilité et en tenue de livre, en termes juridiques, dans le secteur du transport de marchandises et l'entreposage, dans les transactions internationales et enfin et surtout en marketing. Choisir le type d'entreprise. La première étape pour se lancer dans le commerce international d'import-export consiste à choisir le type d'entreprise correspondant à la fois à ses compétences et à ses disponibilités. Il en existe plusieurs, parmi lesquels on peut opter pour une société de gestion des exportations et des importations qui consiste globalement à s'associer avec des vendeurs nationaux afin de trouver des acheteurs étrangers pour un petit groupe d'entreprises. Ensuite, il y a les entreprises commerciales d'exportation qui traitent avec les acheteurs étrangers en les correspondant avec des fournisseurs et des producteurs nationaux qui peuvent subvenir à leurs besoins. Enfin, il y a également les importateurs-exportateurs qui achètent leurs propres marchandises pour les vendre sur le marché mondial ou national, conservant ainsi tous les bénéfices tout en assumant les risques qui vont avec. Société de gestion des exportations. Ce type d'entreprise prend en charge tous les problèmes d'exportation auxquels la société est confrontée. Elle va se mobiliser pour engager des distributeurs, des représentants et des concessionnaires qui se chargeront de l'acheminement, de l'emballage et de l'expédition des marchandises, et même de la publicité. Société de commerce d'exportation. Ce type d'entreprise se focalise sur les besoins des acheteurs étrangers afin d'adapter cela à l'offre des sociétés nationales. Ces entreprises travaillent habituellement sur une base de commission ou de titres. 35. Société importateur et exportateur.
L'activité de ce type d'entreprise consiste à acheter des produits à des fabricants et producteurs nationaux ou étrangers pour ensuite les emballer, les distribuer et les vendre elles-mêmes afin de capter tous les profits, mais aussi les risques. Ce secteur couvre un marché tellement grand et diversifié qu'il est possible pour les startups de générer des revenus conséquents en se basant sur un seul cible en vue de renforcer son expertise et son savoir-faire avant d'élargir son horizon. Elles peuvent par exemple se lancer dans l'import-export de produits alimentaires en se concentrant sur un segment de produits pour importer ou exporter des produits hors saison. Une fois que le choix est fait, il faut songer à établir des contacts avec les entreprises locales et étrangères susceptibles de devenir des partenaires commerciaux. Pour ce faire, la société doit débuter une campagne de marketing en déployant toutes les méthodes possibles comme l'émission d'appel, la vente directe, l'envoi de courriels, l'envoi de support aux responsables des ventes et des achats de toutes les entreprises répertoriées. Après cela, une détermination des demandes et des offres de ces sociétés s'impose pour découvrir les produits qu'elles exportent et ce qu'elles veulent importer ou vice-versa. Enregistrer l'entreprise. L'enregistrement de l'entreprise est obligatoire et cette étape devra être effectuée lors de la préparation du plan d'affaires. L'objectif est d'obtenir un permis officiel qui varie selon les biens à échanger pour gagner du temps. Certains pays ne réclament pas de licence ou de réglementation, d'autres ne les appliquent que sur certains articles et d'autres pays en ont plusieurs. Les restrictions et les limites au niveau de l'exportation et de l'importation varient selon les pays, mais dans la plupart des cas, les biens de consommation de base sans sophistication technologique particulière peuvent être exportés sans licence. Par ailleurs, les produits spéciaux comme les armes, les explosifs réclament souvent une licence commerciale conforme à la réglementation mise en place dans chaque nation. Les documents d'enregistrement d'entreprise varient également selon les pays, donc pour gérer un business à l'étranger il est important de se familiariser avec les procédures légales des pays ciblés. Avant d'entamer cette étape, il faut choisir la forme juridique de l'entreprise, ainsi que le type de produit à importer ou à exporter. Vous pouvez obtenir de l'aide pour toutes les démarches en recrutant un avocat dans ces pays, ou alors en contactant l'ambassade ou un bureau de consul. En ce qui concerne la taxation des marchandises que vous allez importer et exporter, il est important de contacter le service fiscal du pays concerné afin de 36. Prendre connaissance des tarifs et des frais d'importation du pays. La fiscalité dépend en grande partie de l'emplacement, de la valeur des marchandises et du produit livré. Par ailleurs, recourir au service d'un courtier peut aider à cerner les exigences de chaque pays associé à la transaction et aider à alléger le travail et le stress. En outre, les courtiers en douane traitent les exigences commerciales, les procédures et les réglementations douanières et tarifaires des pays vers lesquels l'entreprise exporte ou importe. Identifier le canal de distribution du produit. Le produit arrivera sur le marché de différentes manières et l'entreprise peut vendre directement ou indirectement en faisant appel à un intermédiaire. Le canal de distribution se composera de plusieurs intermédiaires dont on trouve principalement le représentant du fabricant, le distributeur en gros et le détaillant. Le représentant du fabricant est un commerçant qui se spécialise dans un type particulier de produit ou de ligne de produit. Il procure généralement des services additionnels tels que des services techniques et les services de stockage. Le distributeur en gros est une entreprise qui achète les produits pour les revendre aux détaillants ou à un autre agent pour une distribution ultérieure. À la différence du représentant du fabricant, il ne se spécialise pas uniquement dans un produit spécifique ou une ligne de produits. Le détaillant est dernier intermédiaire entre le produit et le consommateur final. Par conséquent, si le produit en question n'est pas destiné aux consommateurs finaux, mais qu'il s'agit d'un bien intermédiaire, il n'y a pas de raison de s'intéresser au détaillant, puisque la chaîne se termine au fabricant. Identifier le marché cible. L'identification du marché cible est une étape inévitable pour toute entreprise quelle qu'elle soit. Le décollage d'une société import-export peut être laborieux, or, il est préférable d'aborder un secteur dans lequel on a le plus d'expérience. De cette façon, il sera plus aisé d'opérer dans la vente et la promotion du produit dans ce domaine, puisqu'on a déjà à peu près tout ce qui est nécessaire, alors il ne reste qu'à élargir le commerce. Cela ne suffit pas, car l'entreprise devra ensuite trouver un moyen de se distinguer de la concurrence. En effet, le produit n'est pas forcément nouveau et la réussite des ventes dépendra de la façon dont il se démarque pour atteindre les consommateurs. Pour savoir ensuite si l'entreprise a
37. Une chance de réussir dans ce marché, il est très important d'effectuer une étude de marché pour savoir quoi, à qui, où et comment les produits vont être vendus. Identifier les barrières et les obstacles commerciaux. Cette partie consiste à vérifier s'il existe des barrières commerciales qui risquent de freiner ou encore d'empêcher la commercialisation du produit sur un marché domestique. Ces obstacles sont principalement déterminés par le gouvernement et apparaissent comme des lois gouvernementales, des réglementations exceptionnelles pour chaque pays, des politiques ou d'autres pratiques qui protègent les produits nationaux de la concurrence étrangère ou des exportations artificiellement stimulées. En d'autres termes, les barrières les plus connues se rapportent à la protection des produits nationaux contre les produits étrangers. Ces mesures limitent, empêchent ou entravent carrément l'échange international de biens et de services. D'ailleurs, il est fortement recommandé d'instaurer de bonnes relations avec les autorités de l'autre pays dans lequel l'entreprise compte opérer pour faciliter la résolution des problèmes. 38. En fait, l'idée c'est d'être un tout petit peu le maillon entre plusieurs personnes qui ont un business. Je sais que je connais beaucoup de personnes qui sont à une thématique que moi avec la plupart de ces personnes-là on n'a pas de relation, on ne se parle pas, un affiliate manager il va faire un petit peu la jonction disant regarde il y a un tel qui a une liste, qui a une audience, qui a des produits, il y a tel qui a également une audience on va vous mettre en relation et vous allez faire des promotions et c'est gagnant-gagnant. Il y en a un qui va envoyer du trafic qui va toucher les commissions et l'autre qui va faire des ventes mais le problème, c'est que le marché manque de fluidité c'est à accent grave dire que évidemment, si vous êtes très actif. Moi, j'étais très actif, j'allais à tous les événements, presque tout le monde est pote avec beaucoup de personnes d'affiliés. Aujourd'hui, c'est moi ma manière de faire donc du coup, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu dans leur côté certaines personnes qui ont énormément du succès et votre travail ça va être de les mettre en relation et vous allez négocier avec ces personnes-là en fonction de la personne mais typiquement vous allez négocier peut-être un pourcentage sur les ventes puisque deux façons de vous créer de la valeur et ça vous permet de créer votre business. C'est encore un petit peu consultant marketing mais vraiment niche et vraiment spécialisé sur l'affiliation et moi. Je vous dis un truc je compte dans les mois qui viennent pas tout de suite mais dans les mois qui viennent de recruter un affiliate manager quelqu'un dont l'unique fonction ce sera de rentrer en contact avec des personnes de la même thématique que moi et de mettre en place des deals et de faire le suivi de la relation etc. Et mettre en place des deals c'est qu'on fasse des promotions et que ce soit vraiment gagnant pour le coup c'est-à-dire que pour les affiliés pour mettre en guillemets partenaires, je fais leur promotion, ils font ma promotion en retour, je touche des commissions d'affiliation, je fais des ventes et c'est pareil pour eux et c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est donc tous les 5 idées et de business en 2018. Si vous êtes d'accord avec ça, laissez un commentaire en bas. Je vous dis à bientôt pour de prochains conseils. À bientôt. Affilié